Bon, les amis, ça fait peut-être un mois que j'ai rien posté. Je sors d'une phase assez compliquée là, niveau burn-out, traumatisme, etc. Euh, je sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a quelques années, j'avais été diagnostiquée avec un stress post-traumatique qui s'est révélé complexe, enfin qui s'est révélé, qui était identifié comme complexe. Et avec le travail que je fais avec les anciens sur mes croyances limitantes, eh bien, tout ça est remonté à la surface avec des prises de conscience, des réalisations de mon état réel. En fait, c'est comme si pendant des années, je savais que j'avais des traumas, je les avais intellectuellement identifiés pour certains, pour la plupart, mais j'avais pas identifié ni ressenti la profondeur de la blessure qu'ils m'avaient laissé et surtout ce qu'ils avaient laissé comme répercussions comportementales et mentales dans ma vie. Et le travail que je fais avec les anciens sur la guérison de mes croyances limitantes m'a permis de faire ça. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais quand j'ai commencé ce processus de guérison avec eux. Du coup, j'ai été un peu prise de court par le flot d'émotions, aussi d'abattement, de fatigue liées à tout ça. J'ai beaucoup pleuré là ce mois-ci. Euh, Parce qu'à chaque fois que je me rendais compte à quel point j'avais été victime de certaines choses, à quel point j'avais été blessée, à quel point ces situations avaient été injustes, à quel point j'avais manqué de soutien et d'entourage, parce que parfois on peut être entouré de personnes aimantes, mais si par exemple ces personnes sont trop peu nombreuses par rapport à ce dont on a besoin, eh bien ça crée quand même un manque de soutien, même si là où les personnes qui sont proches de vous sont tout à fait aimantes, bienveillantes, etc. Et moi c'est un peu mon cas. J'ai auprès de moi des gens qui m'aiment d'une façon suffisamment bonne, parce que on peut pas aimer, personne ne peut aimer de manière parfaite. Et surtout que tout le monde est plus ou moins traumatisé lui-même par ses propres ascendants, sa propre histoire, le monde dans lequel on vit, enfin bref. Bref, donc je suis entourée par des personnes très peu, mais quand même, elles sont là. Euh, Il y en a trois, pour ne pas les nommer, pour ne pas les compter. Il y en a trois, et sur les trois, il y a mes enfants qui sont des enfants, enfin qui ont été des enfants pendant tout le temps où on s'est fréquenté. Donc, ils ne pouvaient pas me soutenir comme me soutiendrait un ami, un conjoint, un parent, voilà. Bref, tout ça pour dire que on a beau avoir de l'amour autour de soi, parfois, il y en a trop peu pour que ça puisse être guérisseur. Je sais plus pourquoi je disais ça. Mais bref, c'était par rapport aux prises de conscience de la réalité de ma situation, parce que je vivais dans l'illusion que il fallait que ce soit moi qui fasse des efforts pour que les choses se passent bien, voire même que si ça se passait mal, c'était forcément parce que je ne faisais pas ce qu'il faut. Donc j'ai pris conscience de ça et de plein d'autres choses ces derniers temps. Et il a fallu que je traverse la vague, enfin, que je laisse la vague me submerger du moins, et que je la laisse passer. Je crois qu'elle est à peu près passée. J'avoue que je suis en attente de la suivante parce que j'ai bien constaté que c'est cyclique, tous ces trucs-là. Il y a tellement de couches et de couches et de couches de souffrances qui ont été juste mises de côté pour pouvoir continuer d'avancer que bah, je sais que c'est juste une étape, quoi. C'est pas... À chaque libération jusqu'à présent, j'espérais que cette fois-ci ce soit la bonne et que je puisse accéder à un réel changement dans la matière, c'est-à-dire dans mon corps par rapport à mes symptômes, ou dans mon environnement, par exemple par rapport à un changement de situation matérielle. Mais en fait, ouais, comme je disais, il y a des couches et des couches. Donc avant d'en arriver au stade où les choses peuvent réellement changer concrètement,
Et bien, à chaque vague comme ça, il a fallu que je fasse mon deuil de cet espoir-là, parce que à chaque fois, je croyais naïvement que cette fois-ci c'était la bonne et que j'allais enfin changer de vie. Ce qui est un espoir qui est tout à fait légitime, hein. Quand on est à ce point écrasé par des événements malheureux depuis tant d'années et avec si peu de modifications, de changements, ouais, de changements positifs, ben, c'est difficile de pas, à chaque fois qu'il y a un petit signe de mouvement, de pas se dire ah, cette fois-ci ça y est, je vais enfin pouvoir respirer. Bah non, c'est pas encore cette fois. Le burn-out, je suis dedans depuis septembre 2020, donc je te laisse faire le calcul. Donc ça fait plusieurs années et c'est mon troisième burn-out. Sachant qu'entre les différents burn-out que j'ai pu faire, j'ai jamais été vraiment en forme. Mais parce qu'à l'époque, je savais pas que j'étais autiste, je savais pas non plus que j'étais haut potentiel. Et pour moi, ça compte dans cette histoire de burn-out aussi, malgré ce que disent les scientifiques, les études et tout. Enfin, malgré, j'en sais rien en vrai de ce qu'elles disent, mais globalement, le discours ne fait pas de lien entre le haut potentiel et le fait d'être en burn-out. Moi, pour moi, mon paysage neuroatypique personnel, donc TDAH, TSA, HPI, THPI même, joue bien sûr sur mon état de burn-out. Je pense pas qu'on puisse dissocier un diagnostic de santé mentale du paysage global de la personne. Et le THPI me donne une certaine conscience du monde et une certaine sensibilité qui vient forcément colorer la façon dont je vis mon burn-out. Enfin bref. Dernièrement, je me suis dit que... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai donc à la faveur de la remontée de tous ces... de la remontée de tous ces traumas dans ma conscience, c'est-à-dire que je prenne vraiment conscience de la gravité, de la profondeur des choses et de l'effet que ça a eu sur ma vie, eh bien, ça a généré des blocages, des grosses perturbations dans ma médiumnité qui était déjà pas très en forme ces derniers mois. Mais alors là, depuis ouais, ce mois qui vient de s'écouler, là, une catastrophe. Une catastrophe. Euh, je suis toujours en mesure de pouvoir faire deux, trois guidances à mes enfants. C'est comme ça que je les accompagne depuis toujours, enfin, depuis de longues années en tout cas, depuis que la médiumnité s'est réveillée. Ou plutôt depuis que j'en ai conscience. Euh, donc ça, j'en suis toujours capable, je sais même pas par quel truchement, parce que quand il s'agit de m'aider moi, mais c'est interdit, hein. Bon, je sais pas quelle partie de moi, à l'intérieur de moi, me l'interdit, mais elle est très ferme sur le sujet et elle ne laisse rien passer. Donc, plus de clairaudience, plus de capacité à lire les cartes de manière intuitive. La plupart des synchronicités avec lesquelles je vivais, qui me permettaient de m'orienter dans mon quotidien, sont réduites à peau de chagrin. Je reçois très peu de messages des anciens, pas qu'ils ne m'en envoient pas, mais que moi, comme si j'avais fermé la fenêtre, quoi. Pas consciemment, bien sûr, mais voilà. Heureusement, ma mère est là et elle m'accompagne à chaque fois que je veux consulter les anciens. Elle me fait des tirages de cartes. C'est heureusement vraiment qu'elle est là parce que sans contact avec les anciens, j'ai juste l'impression de me noyer et d'étouffer. Euh, vraiment, je perds en vitalité. J'ai pris conscience à la faveur de ces blocages à quel point ils interviennent vraiment au quotidien, en tout cas dans ma vie, dans mon vécu, sur la qualité de mes pensées. C'est-à-dire que lorsque je glisse vers un pessimisme ou un découragement ou quelque chose de ce genre-là, il y a toujours à un moment donné, de manière plus ou moins intense, une espèce de transmission d'énergie positive
pas en mode je vais bien, tout va bien, méthode Coué et tout ça, mais plus en mode regarde vers la lumière, regarde là où c'est beau, regarde ce que tu as accompli, regarde ce qui est encore possible. Et puis aussi, bien sûr, tous les messages de type nous sommes là, on te lâche pas, on continue à te guider. Et j'ai vraiment constaté que même quand je suis bloquée comme ça, ils trouvent toujours un moyen de m'atteindre pour comment dire, me délivrer cette guidance dont j'ai tellement besoin. Euh, Évidemment, si moi je suis vraiment bloquée plus, ça va plutôt passer par une personne extérieure, donc par mes enfants, par ma mère, puisque ce sont les personnes que je côtoie. Je ne vois personne d'autre, pas par choix, mais parce que la fatigue et les années passant, ma vie sociale a disparu. Je suis trop épuisée pour sortir. J'ai eu des phases où j'ai pu sortir, mais en fait c'était juste des phases. Et pareil, à chaque fois je me disais ça y est, je vais retrouver ma vie. Et en fait je retombais dans l'épuisement aussitôt, parce que bah, c'était trop pour moi et je le savais même pas en fait. Je m'en rendais même pas compte. Euh, bref, je sais plus ce que je racontais. Oui, qui trouve toujours le moyen de me rejoindre là où je suis, de me joindre là où je suis, même quand je suis vraiment emmurée dans la grotte de mes traumatismes et que je pense que rien ne peut passer. En fait, il y a toujours quelque chose qui passe. Et je dis ça parce que ça peut donner de l'espoir. Et on ne se rend pas forcément compte qu'ils sont toujours là et qu'ils ne nous lâchent pas quoi qu'il arrive. Ils n'arrêtent jamais d'essayer de nous retrouver, enfin pas de nous retrouver, mais de nous raccrocher à eux quand on a ce genre de... Quand on est d'accord pour avoir ce genre de soutien, bien sûr. Si vous n'avez pas envie d'avoir ce genre de soutien, ils ne vous forcent pas. Mais si ça fait partie de votre chemin de vie, des choix que vous avez faits pour cette incarnation, que votre âme a fait pour cette incarnation, bien sûr qu'ils font tout pour que vous puissiez réaliser ce que votre âme a choisi, tout simplement. Donc si la communication avec eux en fait partie, bah, ils font ce qu'il faut pour que cette communication soit maintenue, rétablie, entretenue, euh, améliorée, enfin tout ça. Donc malgré tout, j'ai de l'espoir sur le fait que je vais m'en sortir. Par contre, c'est hyper compliqué de tenir le coup sans savoir combien de combien de temps je vais avoir besoin pour retrouver un semblant de normalité. Parce que bah déjà, plus on fait de burn-out et plus c'est difficile de s'en relever. Je le vois bien puisque mes burn-out ont duré respectivement le premier dont j'avais conscience, parce que je pense que j'en ai fait d'autres. On parle bien sûr de burn-out autistique, hein, donc ça n'avait rien à voir avec le travail, c'était la résultante de tous les efforts que je déployais pour compenser mes traits autistiques que j'ignorais avoir. Je crois que le premier burn-out dont j'ai pris conscience, il a dû durer presque un an. Le deuxième, je pense que c'était quelque chose comme 2 3 ans. Et puis bah, il y a celui-là qui dure depuis septembre 2020. Donc ça va faire 5 ans en septembre. Sachant que là, au moment où j'enregistre, on est au mois d'août. Oui, je sais que ça va être long. Je sais en plus que je n'ai jamais été aussi loin dans le traitement de mes traumatismes. Bien sûr, c'est des choses que j'ai pu évoquer dans mes différents accompagnements thérapeutiques, que ce soit en psychothérapie ou par d'autres moyens. Mais autant j'ai pu évoquer les événements, autant c'est très rare que le mot traumatisme ait été posé sur ce que j'ai vécu. C'est quand même un sujet qui est abordé ouvertement vraiment très récemment dans les contenus autour du développement personnel et de la santé mentale. Le mot trauma s'est quand même beaucoup démocratisé ces dernières années et on est moins frileux à l'utiliser, même si dans la réalité des faits, les traumatismes, on en vit
beaucoup plus que ce qu'on voulait bien le dire il y a quelques années, quoi. Donc j'ai jamais été aussi loin dans le traitement de ces aspects-là de ma personne, de mon histoire. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment maintenant que je fais le travail que j'aurais dû faire pendant toutes ces années de recherche, de quête de soi, de compréhension de soi, etc. Non pas que toutes ces années n'aient servi à rien, parce que ça m'a quand même permis de cheminer sur la thématique de mon profil cognitif, neurocognitif, puisque j'ai découvert voilà mes neuroatypies. Et puis j'ai aussi réussi à traverser des troubles du comportement alimentaire, plusieurs dépressions. Donc ça n'a pas été vain, mais il y a, comme je disais tout à l'heure, tellement de couches à traiter que c'est un peu comme si je me disais, mais vu l'étendue des dégâts, combien de temps encore il va me falloir avant que je puisse vivre? Parce qu'il s'agit de ça, hein. Il ne s'agit pas Enfin, actuellement, je ne vis pas. Je suis une espèce de fantôme de ma vie, dans ma vie. Pour te parler très concrètement, à quoi ressemble mon burn-out? Mon burn-out, c'est ne pas être capable de prendre sa douche tous les jours. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est ça. Ne pas être capable de cuisiner pour mes repas, alors que j'adorais ça. Je n'en ai plus la force. Euh, Ne pas être capable de faire mon lit, de changer mes draps suffisamment régulièrement. Ne pas être capable de sortir. Parce que ce qu'on ne dit, enfin ce qu'on ne dit pas, on le dit maintenant, mais on n'en parle pas assez souvent. On a ce mot burn-out, chacun y met un peu ce qu'il veut derrière, mais dans le cas du burn-out autistique, et même je vais dire du burn-out neuroatypique, parce que bah, déjà je suis pas que autiste, et comme je disais tout à l'heure, ce burn-out il est coloré aussi de tous les autres aspects de mes neuroatypies, et que surtout ça concerne pas que les autistes, hein, de faire un burn-out comme ça, à force de vouloir compenser ce qu'on est pour être plus acceptable socialement. Euh, je sais plus ce que j'allais dire du coup, à force de digresser. Bon, bah, je sais pas, tant pis. Tant pis, c'est parti. Mais ça fait aussi partie du burn-out. Oui, j'étais en train de décrire l'état dans lequel je suis réellement et comment c'est difficile. Oui, voilà, c'est ça. J'étais en train je m'apprêtais à évoquer le fait que être en burn-out quand on est neuroatypique, c'est voir ses difficultés devenir insurmontables. Une partie de ces difficultés, tout du moins. Moi, j'ai beaucoup de difficultés au niveau social, mais enfin, pas directement dans l'interaction, mais plus, ça s'apparente plus à, je sais pas comment expliquer ça. Disons que ce que me demande l'effort, les ressources que me demande le fait d'entrer en interaction avec une personne que je connais pas, dans un contexte que je connais pas, que j'ai jamais expérimenté, ou même si je l'ai expérimenté mais qu'il y a trop d'inconnus dans la situation, ça me demande des ressources tellement importantes par rapport à l'état, l'énergie dont je dispose, que en fait, ça me crée de l'angoisse, une angoisse tellement forte que je suis incapable de faire les choses que j'ai besoin de faire qui me demandent une interaction sociale. Par exemple, j'ai un mal fou à me rendre chez mon médecin. Prendre rendez-vous, c'est limite, ça me crée une crise d'angoisse, quoi. Alors bon, l'expression que j'utilise pour expliquer ça, c'est anxiété sociale, mais en réalité, c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas forcément aussi juste d'utiliser ce terme-là par rapport à ce que je vis et ce que je ressens. Mais bon, c'est difficile aussi d'avoir une condition qu'on est obligé d'expliquer à tout le monde parce que pas suffisamment de gens ne connaissent, ou les gens ne connaissent pas suffisamment, pour que des mots simples puissent être suffisants pour expliquer ce qu'on ressent, où on est, ce dont on a besoin. Et ça aussi, c'est une grosse fatigue, de devoir à chaque nouvel interlocuteur expliquer
ça je peux faire, ça je peux pas faire, je suis autiste, donc ceci, cela. Euh, je suis trop fatiguée en fait. Donc là, je me retrouve par exemple dans une situation où j'arrive à la fin de mon ordonnance, j'ai plus de médicaments. Il faut non seulement que j'arrive à trouver un moyen d'obtenir une ordonnance, mais aussi que j'arrive à trouver l'énergie de me rendre à la pharmacie pour récupérer mes médicaments. Et rien que d'en parler, là, j'ai les larmes qui montent, en fait. Donc j'en suis à ce degré d'épuisement. Avec une solitude tellement grande que personne ne peut m'aider, en fait. Enfin bon, j'enregistrerai pas ce podcast pour me plaindre de ça. C'est plus pour expliquer un peu c'est quoi le vrai quotidien, la vraie réalité du burn-out autistique. Parce que on dit burn-out et personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière. Quand on dit fatigue, les gens ne se rendent pas compte que c'est pas une fatigue, c'est un effondrement. Quand on n'est plus capable de s'occuper de son propre corps, je pense que c'est plus que de la fatigue. Donc voilà, je sais pas trop où je vais avec tous ces blablas. J'étais plus partie dans l'idée de vous faire un petit point pour vous dire un peu où j'en suis. Euh, il est clair que dans l'état où je suis professionnellement, rien n'est possible, même si je continue à avoir des idées de choses à mettre en place. J'ai bien compris que c'était pas le moment. Donc je vais continuer à faire ce podcast en mode journal de bord pour documenter un peu ma vie, quand l'évolution des choses, et au côté neuroatypie et côté médiumnité, spiritualité, histoire que ça puisse servir à d'autres qui se posent des questions et qui cherchent peut-être quelqu'un qui vit des choses similaires. On ne sait pas, je sais pas. Même si c'est une seule personne, peut-être que ça peut aider. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'entendre des témoignages au moment où les médecins n'avaient pas de réponse pour moi. Et je parle des médecins pas seulement côté neuroatypie, mais aussi par rapport aux phénomènes sensoriels que je vivais en rapport avec la médiumnité. Parce que bah, forcément, personne ne sait ce que c'est, ni comment ça marche. Et comme on a relégué ça au rang de croyances et d'illusions et de choses comme ça, quand on parle de ce qu'on ressent dans ces cas-là, les gens vous regardent en mode mais quoi, qu'est-ce qu'elle raconte? Et or c'est bien réel, c'est bien concret, donc oui, il y a eu des moments où je suis allée chez le médecin en pensant que je ressentais certaines choses parce que j'étais malade, mais en fait ça ne faisait pas sens dans les grilles du diagnostic. Et du coup, les médecins n'avaient pas de réponse forcément. Bref, tout ça pour dire, voilà, je partage parce qu'on sait jamais, ça peut servir à quelqu'un. Et puis aussi parce que ça me permet de sortir un peu de ma solitude, même si c'est assez difficile pour moi de partager en ce moment. Je pense que c'est important de continuer à le faire, même avec un intervalle assez lointain. Donc j'espère que là où tu te trouves dans ta vie, tu te sens pas trop mal, voire même que tu te sens bien. Je te le souhaite. Si c'est pas le cas, je te souhaite que ça arrive rapidement. Et j'espère que tu trouves le courage de mettre en place ce qui te fait du bien au quotidien. Parce que moi aussi, ça me manque. De ne pas pouvoir faire tout ce que je faisais pour me faire du bien. Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine.